émission spéciale Baromètre digital de l'immobilier neuf sur Radio Imo. Qu'est-ce que je l'aime cette musique, c'est extraordinaire. Il est 16h01, on est en direct sur Radio Imo, salut à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, une fois n'est pas coutume, nous allons parler aujourd'hui d'immobilier neuf avec la première édition, il s'agit bien de la première édition, du baromètre digital de l'immobilier neuf. On va vous en parler un peu plus avant avec les contributeurs de ce baromètre. Je rappelle d'ailleurs que ce baromètre sera disponible sur le podcast de Radio Imo et on en parlera plus avant. On est ensemble pendant une quarantaine de minutes. Nous sommes en direct, donc si vous avez la possibilité ou si vous le souhaitez témoigner, poser des questions, liker ou même critiquer, vous pouvez. Ici, on est en démocratie, chacun peut s'exprimer comme il le souhaite. Voilà, c'est parti pendant une quarantaine de minutes. Je vais présenter nos intervenants qui ont tous pris part à la réalisation de ce baromètre digital de l'immobilier neuf. On va commencer par celui qui a été l'un des contributeurs, peut-être la locomotive de ce baromètre. Il est avec nous. C'est Sébastien Le Goascos. Comment ça va, Sébastien ? Ça va, Sylvain, merci de nous accueillir. Président d'Isimo, du groupe Isimo. On en parlera tout à l'heure. J'ai le plaisir d'accueillir, voilà, il est un transfuge de notre Bretagne, qui était il n'y a pas si longtemps sur les ondes de Radio Imo. Voilà, il s'appelle Loïs, on dit Loïs, Bourdic, et c'est le patron, directeur général de Price Hubble France. Exactement, merci Sylvain pour cet accueil. Comment tu vas bien ? Très bien, depuis la dernière fois. Bon, bah, ça me fait super plaisir de te voir. Merci d'être avec nous. Quelqu'un où j'ai eu le plaisir de rencontrer récemment, toute nouvelle rencontre, en mode plutôt beau gosse, il est avec nous. Il regarde bien la caméra, c'est vrai, mais il faut reconnaître, c'est la classe absolue. Il est directeur général de l'IMO. C'est Pierre Lestan qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Comment ça va, Pierre ? Merci de nous accueillir. Ouais, très classe. Vraiment, c'est presque de la concurrence déloyale, je vous le dis tout de suite. Voilà. On peut mettre un peu d'humour dans tout ça, parce qu'en ce moment, on se marre pas vraiment. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, quelqu'un qu'on ne présente plus sur Radio Imo, il adore la radio. Pour une fois qu'un banquier adore la radio, on va passer en privé. Il est avec nous, c'est Aurélien Deleu. Bonjour Sylvain. Ça va, Aurélien ? À nouveau d'être avec vous, exactement. Voilà, notre fidèle partenaire, voilà, Arkea Bank. Il est le patron des marchés immobiliers au sein du groupe Arkea Bank, qui est la banque des promoteurs, une banque de référence. On va en parler tout à l'heure parce que vous êtes contributeur. Alors, quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, pourquoi ? Je vais vous le dire, messieurs, parce qu'il a été l'un des tout premiers chroniqueurs, quand on a lancé le groupe Média avec Olivier Lucas, à nous accompagner dans cette formidable aventure de Radio Imo, de toutes nos radios. Il a fondé, à l'époque d'ailleurs, il était en plein dedans, l'Institut des constructeurs. C'est Olivier Bureau qui est avec nous en duplex. Bonjour Sylvain, très très heureux d'être parmi vous à nouveau. Voilà, notre fidèle contributeur de la première heure, l'Institut des constructeurs. Moi, je trouve ça le concept extraordinaire et franchement, une très très belle réussite. Et merci, puisqu'on a grandi... Olivier, on a grandi ensemble, quelque part. On a grandi ensemble. Ça fait toujours plaisir d'être là 5 ans après. Et toujours au taquet, comme dirait l'autre. Alors, au taquet, il vaut mieux en ce moment, parce qu'en France, il ne vous a pas échappé, mesdames et messieurs, qu'on était dans un confinement un peu particulier, qu'on est sur une économie. Alors, je vous donne quelques chiffres comme ça. Justement, la France a dépensé depuis le 1er mars 2020, 186 milliards d'euros. Voilà, juste sur le coût du confinement. L'endettement sur le PIB a atteint 119%, sera à 125% fin décembre. Là où on prévoyait finalement un dépassement de l'ordre de 3% cette année, on est déjà à 11,3%. Inutile de vous dire, mesdames et messieurs, qu'on est dans une économie un peu particulière liée à ce confinement. Alors, pourquoi je vous donne ces chiffres ? Je vous donne ces chiffres parce que par rapport à l'immobilier neuf, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment sur le tassement de l'offre, les PC qui sortent pas, les difficultés qu'ont aujourd'hui les territoires avec les promoteurs qui sont quand même des citoyens très engagés dans leur territoire. L'idée de ce baromètre, finalement, est extrêmement intéressante parce qu'il permet de mettre en relief l'action déterminante de ceux qui font les territoires. Et c'est intéressant de mettre un focus là-dessus. Je voudrais, si vous êtes d'accord, messieurs, qu'on ne fasse pas ni déni de réalité et qu'on explique bien qu'il y a des circonstances tout à fait particulières qui n'ont jamais été équivalentes dans le métier
aujourd'hui. Et on peut dire qu'effectivement, on a connu des crises ici et là. Jamais on n'a vécu une situation comme celle-ci. Donc, c'est intéressant d'en faire l'analyse. Mais encore une fois, tout bouleversement est propice au changement. Donc, finalement, on va essayer de donner aussi beaucoup d'espoir, être résolument optimiste, parce que je ne pense pas que, comme dirait Churchill, le seul choix possible, c'est d'être optimiste. Ça me paraît plutôt pas mal. Ça vous va comme ça? Parfait. On va commencer par Pierre Lestan. Pierre, justement, Limo, une entreprise qui est créée récemment. Non, absolument pas. Combien de temps Limo? Limo a été créé en 2012. En 2012. Limo est déjà aujourd'hui une filiale des groupes Foncia et Primonial. Ça a été monté à l'époque par des conseillers en gestion de patrimoine pour des conseillers en gestion de patrimoine. L'idée était de référencer une forme d'exhaustivité de l'offre immobilière neuve en France. Donc c'est une plateforme de distribution. On référence aujourd'hui entre 85 et 90 en fonction du timing, 85-90 promoteurs nationaux, régionaux. On accompagne en fait les professionnels de l'immobilier, que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine, des agents commerciaux, des conseillers immobiliers, depuis le sourcing des ventes jusqu'à la livraison du bien. Donc, vous rassemblez les programmes? Absolument. C'est une plateforme. Une plateforme. Et finalement, entre guillemets, les CGP viennent faire leur marché sur votre plateforme. Absolument. D'accord. Expliquez-moi le rôle que vous avez voulu jouer dans cette réalisation, première édition du baromètre digital neuf, eu égard surtout par rapport à ce qui se fait actuellement, parce que bon, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites sur le marché, on va en parler tout à l'heure. Intéressant, puisque le baromètre s'intègre bien dans le dispositif actuel. Pourquoi l'IMO s'est engagé? Alors, il y a deux choses. D'abord, une première chose, c'est le baromètre digital de l'immobilier neuf, c'est un vrai outil de compréhension du marché de façon assez, je dirais, ludique, de façon attractive et surtout en temps réel. Ça, c'est le premier point qui était important, c'est de comprendre quelque chose rapidement. Et l'autre sujet qui est important, c'est que nous, on a à disposition depuis un certain nombre d'années une grosse masse d'informations, une grosse masse de data. Et cette data qui représente le marché aujourd'hui, on veut également la mettre à disposition du marché pour mieux comprendre les évolutions de ce dernier. Donc l'IMO a été contributeur. L'IMO est contributeur et va le devenir d'autant plus dans la construction de ce baromètre. Très clair. Merci. Olivier Bureau, vous êtes à distance avec nous. On a l'habitude de se tutoyer, là, on va se tutoyer parce qu'on a vraiment l'habitude de le faire. Dis-moi, Olivier, alors moi je comprends complètement l'intérêt de l'Institut des constructeurs, mais je voudrais que tu le dises à nos auditeurs. D'abord, que tu rappelles le rôle de l'Institut des constructeurs et que tu rappelles aussi pourquoi tu t'es engagé dans la réalisation de ce baromètre digital. Alors, l'Institut des constructeurs et des promoteurs, c'est une structure qui a été créée en 2016, tout début 2016, le 2 ou 3 janvier, et avec l'idée de mettre à la disposition des constructeurs et des promoteurs, peu importe la taille, mais avec un cœur de cible quand même sur les petits et moyens, toute une série de services et d'outils qu'ils ne peuvent pas s'offrir à titre exclusif. Et donc, c'est un peu notre cœur de métier. On y rajoute de la formation, de la prospective. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on a 240 promoteurs et constructeurs qui nous suivent et on en est très heureux. Alors, pourquoi effectivement, tu posais la question, pourquoi ce baromètre et pourquoi on s'associe à ce baromètre? Finalement, le baromètre, je parle sous le contrôle des gens qui sont autour de toi, mais c'est 70 000 ventes immobilières qui sont passées au crible à l'instant T, avec un positionnement prix. Donc ça, c'est à la fois très intéressant et très pertinent. Et il y a en face un besoin qui est celui du promoteur d'avoir une idée la plus précise possible sur le positionnement de prix de sa future opération notamment. Donc pour nous, Institut des constructeurs et des promoteurs qui sommes très terrain et très pratique, c'est une association qui a du sens. Et je dirais même que cette association a du sens parce que c'est un outil qui a du sens. Donc on ne peut pas passer à côté d'un tel outil. Et donc et par rapport à, excuse-moi Olivier, mais par rapport à ce qui se faisait déjà, parce que des analyses prospectives, des tendances de prix, analyses de marché, il y en a déjà. Donc pour toi, le baromètre s'intègre déjà à ce qui se fait actuellement, concrètement. Ce que je trouve très bien, c'est que c'est finalement assez complémentaire parce que c'est justement, ça donne à l'instant T une vision très précise
du marché, de son marché. Je suis promoteur, je monte une opération à un endroit en Ille-et-Vilaine sur telle commune et je peux avoir une idée très précise à l'instant T de ce qui se passe. Je trouve que ce positionnement très terrain, très pratique, finalement d'accompagnement de l'offre du promoteur, de l'accompagnement de son projet, ça a vraiment du sens. Ok. Et c'est pas du tout contradictoire avec ce qui existe aujourd'hui, par ailleurs. C'est très clair. Merci Olivier. On va commencer par toi, Loïs Bourdic, alors patron de Priceable. Tu vas nous rappeler ce que c'est que Priceable, juste à nos auditeurs, caméra qui est ici, et que tu nous rappelles surtout. Alors moi, je comprends pourquoi, bien évidemment, parce que tu es un pourvoyeur de données absolument extraordinaire. Et j'aimerais aussi qu'on rappelle, si tu le permets, que la donnée en elle-même, elle sert à rien si elle n'est pas traitée, analysée, etc. Parce que avoir des données, ok, à la limite, c'est bien, mais c'est surtout l'utilisation qui prime. Tu nous expliques tout ça? Tout à fait. Alors pour revenir sur Priceable, en effet, on est une société spécialisée dans la donnée. On a un peu plus de 4 ans et demi à l'heure actuelle. On a plus de 80 collaborateurs dans les différents pays dans lesquels on travaille. Et on s'est spécialisé sur vraiment deux aspects qui sont les aspects d'estimation pour l'immobilier résidentiel et les aspects d'études de marché également pour l'immobilier résidentiel. Donc pour ce faire, on consolide une foultitude de données qu'on va chercher à différents endroits. Exemple. Alors, des données sur les transactions, des données sur les annonces, des données sur les permis de construire, des données sur la socio-économie d'un quartier. Cadastre. Alors, on travaille assez peu sur le cadastre, on pourrait y revenir en détail, okay. Mais voilà, toute la partie socio-économique, les services urbains à proximité, l'accessibilité, bref, tout ce qui la digitalisation des PLU, par exemple, des plans. Alors, on travaille assez peu en amont sur la partie foncier, on travaille vraiment sur la partie marché, vraiment le marché apparent, le marché transacté, donc vraiment tous ces éléments un peu plus bas dans la chaîne de valeur si on s'adresse aux promoteurs, par exemple. Donc on travaille sur toutes ces problématiques et on met à disposition donc on analyse toutes ces données, on a une très grosse équipe en data science qui travaille ces données pour les rendre accessibles, intelligibles, les faire parler, et on les met à disposition de tous les acteurs de la chaîne de valeur, à la fois dans l'immobilier neuf et dans l'immobilier ancien. Donc dans l'immobilier ancien, on travaille avec des agents, des CGP, on parle de CGP, des banques, des investisseurs institutionnels, et côté immobilier neuf, on travaille énormément avec les acteurs de l'immobilier neuf qui sont bien sûr les promoteurs. Donc, en plus de toutes les solutions qu'on peut déployer comme core business chez Priceable, on avait à cœur, avec notre partenaire de toujours sur l'immobilier neuf qui est Isimo, de développer, de lancer ce baromètre et de réunir autour de la table des acteurs clés qui chacun joue leur rôle sur ce baromètre pour mettre à disposition du monde de la promotion et plus généralement du monde de l'immobilier neuf des éléments de suivi de marché à l'échelle de la métropole, à l'échelle des départements, pour vraiment avoir un outil en quasi-temps réel de ce qui se passe sur le marché pour vraiment suivre ces tendances. D'où cette initiative sur ce baromètre. Extrêmement clair, donc du coup extrêmement intéressant parce qu'une boîte comme Priceable peut nourrir de façon très conséquente finalement l'analyse du baromètre. Aurélien Deleu, alors nous on se connaît bien, le Arkea est quand même la banque de référence, l'une des belles banques de référence, très proactive, très proche de ses clients, c'est intéressant et croyez-moi que c'est assez rare pour le dire, de trouver un banquier de cette qualité-là. Justement, alors l'intérêt d'Arkea, outre le fait d'être présent sur ce type d'action, ce qu'on peut tout à fait comprendre, c'est quoi la contribution d'Arkea à une étude comme celle-ci? Déjà, c'est le fait d'être associé à cette belle initiative qui a été lancée par Isimo et puis Priceable, c'est que Arkea est une des banques du digital. Ça, depuis de nombreuses années, on a été précurseurs sur pas mal de sujets. Donc là, on est sur un baromètre digital, c'est important. Et Arkea Bank est la filiale du groupe Arkea, banquier, des promoteurs immobiliers et des professionnels de l'immobilier. Donc aujourd'hui, on a à peu près 750 programmes en cours de financement. Donc pour nous, ça liait un baromètre sur l'immobilier neuf avec des chiffres en temps réel, parce que c'est ça qui est important, c'est surtout d'avoir de l'information en temps réel, et d'autant plus en cette période qui est particulièrement compliquée, en fonction de la localisation, avec des sujets aujourd'hui de stock, de demande. Voilà, ça permet d'avoir un outil d'analyse complémentaire pour nous en tant que banquiers, mais aussi pour nos promoteurs qui... Alors je vais aller plus loin, est-ce que pour toi, ça pourrait même être un outil déterminant d'aide à la décision? Je m'explique, les données que tu recueilles dans telle et telle région pourraient-elles favoriser le financement de telle ou telle opération?
Ça exagère pas ou pas? Non, mais ça l'est déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on accompagne nos promoteurs sur la durée, on nous présente des opérations, on regarde le contexte, on regarde la position de cette opération. On parlait tout à l'heure des transports en commun, on parlait de la tension de marché. Évidemment, on regarde le prix. Et ce sont déjà des facteurs qui permettent d'aider à la décision du financement d'opérations. D'accord. Donc là, c'est de l'information, j'allais dire, encore plus... nous, c'est ce côté temps réel qui nous intéresse. C'est de pouvoir voir comment la dynamique des territoires, on est banquier des territoires, comment se comporte tel ou tel territoire sur le côté immobilier. Alors, ça m'intéresse énormément parce que ce que tu dis, c'est intéressant, c'est une bonne transition avec la prise de parole avec Sébastien. C'est justement de dire que c'est une prise de photo en temps réel, une analyse, justement, mais c'est pas forcément quelque chose. Est-ce que ça pourrait être prédictif, Sébastien? Ça pourrait l'être. Ça pourra l'être. C'est d'ailleurs les évolutions que Priceable travaille sur les marchés immobiliers. C'est comment faire de la prédiction par rapport aux données passées. Après, la crise que l'on vit actuellement est une crise sans précédent. Donc, c'est difficile de faire de la prédiction quand il y a des événements conjoncturels comme on le vit actuellement. Mais en tout cas, tous les observateurs du marché digital travaillent sur ceux qui ont fait des prédictions se sont plantés, tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'en fait pas pour l'instant, parce que je pense que les outils de prédiction, ne sont pas valables en période de crise conjoncturelle comme on vit aujourd'hui. Absolument. Que je pense qu'ils ne sont pas encore capables d'être suffisamment fiables pour être écoutés. Par contre, tous les acteurs de la data y travaillent pour nous livrer dans les 5 prochaines années, j'espère, des outils de prédiction les plus... Je te suis à 100% parce qu'effectivement, vu les conditions tout à fait exceptionnelles sur le plan à la fois anthropologique, puisque personne n'avait vu venir une épidémie de cette nature, il faut le savoir. On s'est cru très protégé de ce genre de choses, sauf que les gens n'ont pas de mémoire, puisqu'il y a eu 4 pandémies pendant le dernier siècle. D'accord ? Et la dernière remonte dans les années 50. On ne s'en souvient pas, mais il y a quand même eu plusieurs centaines de milliers de morts. Donc c'est intéressant de nous rappeler à notre propre fragilité et de penser que tout ne se résout pas uniquement qu'avec des tableurs, des chiffres, etc., etc. Par contre, ce que je retiens d'extrêmement intéressant, et là du coup, ça légitime l'action, et là j'aimerais que on reprécise. Je vais d'abord te redemander, si tu veux bien, pour nos auditeurs, de rappeler la mission d'Isimo, parce qu'Isimo c'est un groupe comme aujourd'hui très installé sur le marché. Et j'étais en train de me dire, Isimo, Limo, plateforme de commercialisation, vous n'êtes pas un peu concurrent? Alors on est concurrent et partenaire. D'accord. On est partenaire de Foncia, on est partenaire de Limo, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une autre époque où les concurrents peuvent s'installer sur le plateau. Les concurrents peuvent être des partenaires. D'accord. Vous avez pas travaillé ensemble. Ok. Donc vous n'avez pas vous boxer là tout à l'heure en disant tu m'as piqué un programme, un truc comme ça. Non. Alors on a des modèles de plateformes différents et complémentaires. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Non, mais c'est intéressant. 2 concurrents qui pourraient se tirer la bourre, en fait, sont beaucoup plus intelligents que ça et se réunissent à travers un outil. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et tout comme les promoteurs se sont réunis autour de la FPI, on voit du côté des prestataires de services aux promoteurs immobiliers, des agents. C'est très bien fait dans l'immobilier ancien. Les agents immobiliers se rassemblent régulièrement, communiquent ensemble. Dans le monde de l'immobilier neuf, les commercialisateurs dans l'immobilier neuf, les plateformes dans l'immobilier neuf étaient peu rassemblés. Et on a créé l'AFIL, l'Association française de l'investissement locatif, l'année dernière, qui a vocation à rassembler les commercialisateurs dans le logement neuf. On a eu quand même un vrai sujet sur le plafonnement, la transparence des commissions sur la loi Pinel, qui concernait uniquement les intermédiaires. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rassemblés pour défendre les intérêts également. Article 68 du PLF l'an dernier, ça a mis en run tout le monde. D'autant que quand on va parler des résultats du baromètre du neuf, on voit que finalement, c'était pas forcément une solution pour faire baisser les prix, parce qu'on va voir qu'il y a d'autres phénomènes. Et le rapport avec les promoteurs et les organisations, comme par exemple la Fédération des promoteurs immobiliers? Alors, la Fédération des promoteurs immobiliers rassemble effectivement les promoteurs. L'association que je vous ai évoquée tout à l'heure rassemble les commercialisateurs. Donc, c'est la première fois, en 2020, qu'on communique au nom aussi des commercialisateurs. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Limo. On est à la fois confrères, concurrents, mais on communique également. Donc, la FIL, c'est quoi? C'est une association créée pour les distributeurs. Exactement. Donc, l'AFPI, ce sont les promoteurs, les constructeurs, ceux qui fabriquent. Ils ont besoin de plateformes de commercialisation parce qu'ils n'ont pas intégré. Il y a certains promoteurs certains promoteurs le font. Il y a des promoteurs qui font toute la chaîne de valeur et qui veulent surtout pas que leur programme soit sur les plateformes. Mais la plupart, faut dire la vérité, la plupart des promoteurs, il y a à peu près 3500 promoteurs en France et il y a 700 adhérents, grosso modo, à l'AFPI, qui tractent quand même une grosse partie du marché. Il y a des promoteurs, ils ont 4 salariés, 3-4 salariés. Forcément, ils ont recours à Isimo ou à Limo pour vendre leurs produits. Alors, moi, ce que j'aimerais, peut-être que c'est Loïs qui va me répondre à cette question, puisqu'on nous pose des questions.
Justement, la méthodologie, bien évidemment, puisque baromètre digital de l'immobilier neuf, vous êtes allé fort, les garçons. Vous avez carrément dit baromètre digital de l'immobilier neuf. Donc, vous avez d'emblée admis les mêmes méthodes de réalisation d'un sondage, d'une analyse de marché. Alors, question, méthode, le quantum, le nombre de régions, et juste d'un point de vue académique, comment tu y es pris avec l'ensemble de tes équipes. Alors, c'est pas une question piège. Hein. Non, mais c'est très important pour un baromètre comme ça de parler de la méthodologie. C'est vraiment ce qui fait le fondement du baromètre. La question qu'on nous pose, c'est sur quoi vous avez fondé votre analyse, parce que bien évidemment, on va parler des chiffres, hein, évidemment, dans la troisième partie de cette émission. Mais vous inquiétez pas, on va le faire. Mais c'est juste qu'on vous explique quels sont les principes clés de la réalisation méthodologique du baromètre. Et je vais revenir d'ailleurs sur ce point-là, sur les éléments complémentaires avec ce qui existe dans l'écosystème à l'heure actuelle. C'est que nous, on s'est appuyé, on a vraiment démarré ce baromètre en se disant, on a besoin, et le marché de l'immobilier neuf, les acteurs du immobilier neuf ont besoin d'un outil qui permet de suivre vraiment au plus près du marché, surtout dans un temps de crise où en fait les décisions, les réservations ou les signatures qui ont été effectuées sur le dernier trimestre peuvent dater finalement de mise en commercialisation 1 an, 2 ans avant. Donc on a vraiment un effet de retard et on le voit également dans l'immobilier ancien. La question qui remonte en permanence, c'est quel est l'état du marché aujourd'hui, parce qu'en fait, si je regarde il y a 6 mois dans le rétroviseur, on était pré-Covid et ça me donne pas beaucoup d'informations. Ça me donne des informations, mais des informations qui sont pas suffisantes pour faire tous mes choix. Donc ce baromètre, et Pierre parlait de cette approche en temps réel. Là, notre cœur de chauffe, c'est de travailler sur les annonces immobilières en immobilier neuf qui passent sur le marché. Donc, on a regardé donc on suit en permanence ce qui passe sur les sites de lignage. Donc c'est quoi par exemple? Alors Se Loger, c'est les sites Se Loger, Se Loger, bien ici. Exactement. Voilà. Okay. Des sites sur. Donc ça veut dire que tu as indexé. Alors non, mais que je comprenne bien, tu as indexé toutes les annonces de l'immobilier neuf des principaux moteurs de recherche. Exactement. Donc on travaille comme on le fait sur l'immobilier ancien, on travaille, on suit en permanence ce qui passe à la commercialisation sur les différents portails immobiliers. Donc c'est ce qu'on appelle nous le marché vraiment apparent. Donc on a d'un côté les transactions, donc ce qui est effectivement signé, et de l'autre côté le marché apparent, donc ce qui arrive, ce qui rentre, ce qui évolue, ce qui sort du marché au bout de parfois 10 jours quand ça s'écoule rapidement, parfois 6 mois quand ça met du temps à s'écouler. Et en fait, ce que ça permet, c'est que ça ne donne pas une réalité sur le prix effectivement. Voilà, que je comprenne bien, quand tu indexes ces annonces, tu relèves le prix. Bien sûr, bien entendu. C'est le prix qui t'intéresse. On relève le prix, les caractéristiques, et la localisation, etc. Et donc, on a un suivi en temps réel de ce qui se passe sur le marché du côté des annonces. Donc, ça n'est pas forcément... Alors, pardonne-moi, excuse-moi, que je comprenne bien. Ce sont des programmes qui sont sortis de terre. Ce sont des programmes qui sont en cours de commercialisation. Donc, certains sont déjà sortis de terre, d'autres sont en train de sortir de terre, d'autres sont déjà sortis de terre et en partie commercialisés. Donc, on a un suivi. L'idée, c'est vraiment d'avoir un suivi de ce qui se passe sur ce qu'on appelle le marché apparent et de voir ce qui, en fait, est présenté. Combien d'annonces? Alors, on a travaillé sur un peu plus de 2 ans. On a un peu plus de 100 000 annonces dans le neuf qui sont passées sur les différents portails. Donc, ça fait un échantillon significatif. L'objectif n'est pas de capter l'intégralité de ce qui se passe sur le marché. On en parlait juste avant, il y a la vente au bloc, il y a des choses qui ne passent pas sur le marché à tout court. Donc l'idée n'est pas de capter tout ce qui passe sur le marché de l'immobilier neuf, mais plutôt de capter ce qui passe sur le marché apparent et donc ce qui est commercialisé sur ces D'accord, donc 100 000 annonces. Voilà, exactement. Ce qui est quand même très significatif. Ce qui est un beau volume et ce qui permet vraiment d'avoir un suivi qualitatif. Alors, on n'arrive pas, malgré on a mis des limites statistiques sur 100 000 annonces sur les 24 derniers mois. 100 000 annonces sur les 24 derniers mois, exactement. Ouais, d'accord. Donc, vous êtes remonté jusqu'à il y a 2 ans. Donc, on est remonté jusqu'à début 2019. Donc, avec des variations pas possibles. Avec des variations très fortes, à la fois sur les volumes et à la fois sur surtout les prix. Compte tenu de la situation. Tout à fait. Ça s'arrêtait quand? Alors, on a arrêté les chiffres au 31, enfin à la fin du 3e trimestre et la première sortie du baromètre. Donc, le 3e trimestre, c'est quoi? 30 septembre. C'est 30 septembre. J'ai dit 31 octobre. Donc ça veut dire que qu'on comprenne bien, parce que
tu comprends pourquoi je te pose cette question. C'est la période Covid. Bien sûr. Impact évident. On va en parler, hein, on va le développer. Ok, donc j'ai noté 100 000 annonces. 100 000 annonces, 24 22 métropoles. Ok, un point d'arrêt le 30 septembre. Donc on a intégré la période très inhabituelle du Covid. Tout à fait. Ça, c'est pour répondre à vos questions et je comprends pourquoi vous l'avez posé. Combien de régions? 22 métropoles et... Quand tu dis 22 métropoles, on est d'accord que c'est le territoire, la quasi-totalité du territoire? Alors, on prend les aires métropolitaines pour ces 22... les 13 grandes régions. Voilà, les 13 grandes régions. On a 56 départements sur lesquels on consolide suffisamment de données pour être pertinent sur ces départements, et donc les 22 métropoles. Voilà, 22 métropoles, 5, voilà, carré, précis. Est-ce qu'on peut, alors, outre les annonces, on peut évoquer, par exemple, le volume de programme, ou cette question n'est pas posée? Alors, le volume de programme, c'est quelque chose qu'on non. suit, mais c'est encore une fois une conversation qu'on avait juste avant autour de la table. Le sujet, c'est que nous, on suit les volumes de ce qui passe sur le marché apparent et en retail, donc vendu à des particuliers. Oui, effectivement. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est de voir les équilibres de grosse masse qui ont bougé sur la période Covid, avec énormément de ventes en bloc, avec des acteurs comme la CDC qui ont acheté énormément en bloc. Et pourquoi? Oui, non, mais disons-le. Sans la CDC, il y a peut-être certains immeubles qui seraient restés et qui n'auraient pas trouvé. Non, mais voilà. Tout à fait. Je veux dire, moi, je me mets ils ont joué un rôle absolument fondamental sur le. Je me mets à la place d'un promoteur. Bon, c'est clair qu'ils ont acheté pas au prix qu'ils auraient souhaité, mais il vaut mieux faire une marge de 20 plutôt qu'une marge de 40 espérée. Et où ça, on est d'accord là-dessus. Hein, faut être très clair. En tant que banquier, je peux pas te contredire. Oui, non, mais voilà. Mais en même temps, je trouve ça un peu dommage dans une certaine mesure, parce que certains ont un peu flippé et se sont empressés de vendre en bloc. Peut-être qu'ils auraient peut-être pu. Bon, voilà. Après, il faut se remettre dans le contexte. Les ventes en bloc ont été faites en plein milieu du premier confinement. On n'avait aucune lisibilité. Et la CDC est arrivée. C'est la peur qui les a. Mais bien sûr, plus que la peur. Et puis il se passait rien. C'est-à-dire qu'à la vente au détail, on ne vendait à rien. Donc les seuls acteurs qui étaient capables d'acheter à distance, c'était les institutionnels. Oui. Il y a la peur, je suis d'accord avec toi, et certains promoteurs qui étaient dans des situations financières compliquées. Ah oui, et toi aussi tu l'as constaté. Parce que quand tu dis financier, en termes de trésor, délicate. Oui, bien sûr. Proche de. Non, ça, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est la communication qu'on a eue, nous, en fait, en tant que distributeur, c'est d'avoir des ventes en bloc, des ventes qui étaient annulées, parce que vente en bloc, et quand on va chercher un peu plus loin les raisons de ces ventes en bloc, on se retrouve quand même dans des situations difficiles en tant que distributeur. Okay. On a l'explication, ben oui, mais vous comprenez, nous, notre situation n'est pas évidente. Avant que tu reprennes la parole, si tu veux bien, Sébastien, ensuite à toi, Aurélien. Olivier, est-ce que tu as la même perception que Sébastien, dans le sens où je trouve que sur les ventes en bloc, avec la non-visibilité qu'il y a eu au premier confinement, c'est plutôt quelque part pour certaines opérations, les meneurs de ces opérations devaient dire heureusement que la CDC sur la CDC, parce que finalement, j'ai l'impression qu'elle est arrivée, mais à point nommé, quoi. Oui, bien sûr, l'État a été au rendez-vous sur ce sujet pour aider les promoteurs dans l'écoulement de leurs programmes à un moment où le marché était figé. Et ces programmes, c'est du logement social? Non, pas forcément. La CDC a acheté en intermédiaire, en social, mais également en libre. C'est un peu la nouveauté également de ces ventes en bloc qui ont été réalisées ces derniers temps. C'est que beaucoup de ventes en bloc ont été réalisées en libre. Et c'est toi qui vas les distribuer, les produits de la CDC? Pour l'instant, la CDC les garde en patrimoine et il y aura ou pas un arbitrage à moyen long terme, mais à aujourd'hui, ça reste dans le patrimoine de la CDC. Comme quoi, l'argent qu'on a mis sur les 26 milliards sur le livret A ont servi à quelque chose, hein, Olivier? Oui, je suis assez d'accord, à la fois pour la nouveauté de l'achat en libre de la CDC, qui est une première, mais dans des périodes aussi complexes dans la gestion d'entreprise et pour le promoteur, finalement, l'acteur local, avoir la possibilité à un moment donné de vendre à un institutionnel tel que la CDC en bloc, je pense qu'il y en a qui ont mieux dormi de leurs mains. C'est clair, c'est clair. Aurélien, tu voulais rappeler justement... Oui, mais il y a aussi une demande, c'est-à-dire qu'on dit la CDC est intervenue, mais avant de dire la CDC est intervenue, déjà, il n'y a pas que la Caisse des dépôts, il y a la Caisse des dépôts avec CDC Habitat,
On a le groupe Action Logement qui a été très proactif avec sa filiale de logement intermédiaire INLI. On a la quasi-totalité des bailleurs sociaux des territoires qui font du logement social, du logement intermédiaire, de l'accession sociale à la propriété. Donc ça, c'est un point qui est important. Et la demande est très forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a besoin de loger ces personnes-là. Et quand on voit l'évolution des prix, parce que les marges, excuse-moi, Aurélien, je te coupe, les marges sont pas les mêmes pour les promoteurs. Non, alors les marges sont pas les mêmes, donc on est sur du prix maîtrisé. Le petit bémol que j'ajouterais à ça, c'est que ça va avoir un impact sur la quote-part qui n'est pas vendue en bloc, avoir un effet inflation des prix sur la partie accession du promoteur au particulier. Merci Aurélien, parce que c'était ça le pendant de la question. J'aimerais qu'on aborde la notion de pricing, justement de prix, sur les régions. J'aimerais que chacun, vous preniez un peu une région, une analyse, et je voudrais que toi, Sébastien, tu nous fasses une synthèse un petit peu de tout ça par rapport à cela. On va commencer par Pierre, justement. Alors, les tendances, il faut quand même qu'on donne des chiffres. On va donner des chiffres. D'ailleurs, on est d'accord que le baromètre est public. Alors, justement, l'adresse, il est en ligne, c'est baromètreduneuf.com. Et donc, on a publié les chiffres du 3e trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent et par rapport au même trimestre de l'année dernière. Donc, les chiffres sont en ligne. www.baromètreduneuf.com. Tout à fait. Accessible à tous les professionnels et au grand public pour voir justement les dynamiques de marché. Ok. Notre ami Jason va mettre le site en ligne. Si vous pouvez le consulter. Et si vous avez des questions, ils peuvent nous répondre en direct. Pierre. Oui. Petit focus sur l'Île-de-France qui reste avec le Grand Paris, vraiment une valeur sûre et qui reste très appréciée des investisseurs malgré une hausse des prix qu'on peut constater. Alors les chiffres. Alors les chiffres. Sur la région Île-de-France, je vais être vraiment très général, mais on est aux alentours de 5% si je ne m'abuse. Loïs, tu confirmes ça? Alors, on est même sur des dynamiques plus fortes et j'y reviendrai. Mais ça dépend des départements. Voilà, donnez-moi une moyenne sur l'Île-de-France et j'aimerais qu'on fasse un rapide examen des 8 départements de l'Île-de-France. Alors, si on le prend que je ne dise pas de bêtises sur le dernier trimestre, on est à plus de 14% sur l'Île-de-France. 14% sur le Grand Paris, sur la métropole du Grand Paris en prix. À la hausse. À la hausse. Mais en fait, c'est énorme. Ce qui est intéressant, c'est que ces chiffres sont très trompeurs. C'est qu'en fait, on a un effondrement de l'offre. Et en fait, ce qui reste sur le marché, c'est uniquement ce qui n'est pas parti. Donc, Pierre, c'est ce qui est cher. Pourquoi il y a un effondrement de l'offre? Parce qu'il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a plus rien qui sort. Alors, il y a deux effets. Il y a effectivement, on en a pas mal parlé, l'effet des rachats en bloc de la Caisse des dépôts qui se sont pas mal faits en Île-de-France, d'une part. Et d'autre part, il y a eu quand même l'effet des élections municipales qui ont été reportées. Et donc, avec un report aussi, pas mal de reports de lancement dû au premier confinement. Et du coup, je veux dire, la machine s'est grippée, clairement. Et période électorale, confinement, mais c'est pour les promoteurs, c'est double peine, quoi. Alors que l'intérêt des investisseurs est toujours là. Moi, en termes de chiffres, on sort un tout petit peu du baromètre, mais nous, on constate plus de 30% d'augmentation d'intérêt en termes de demande d'options sur les biens en Île-de-France. Donc, il y a un vrai intérêt qui est porté par le Grand Paris, qui est porté par le développement des lignes de RER, etc., qui est porté par la dynamique économique. Paris intramuros, on n'en parle pas, il y a quasiment pas de programme. Voilà. Donc, ok. Les départements qui ont le vent en poupe, c'est quoi? Alors, je vais. Les petites villes, Montreuil, par exemple. Je reprends les chiffres là-dessus. Sur le 14% dont je parlais, c'était le 93, où là, on a une explosion sur un an. Alors, les villes, Montreuil, Romainville. Alors, on n'a pas fait un focus au niveau des villes, on a vraiment un focus au niveau du département et des métropoles. Il était temps pour la Seine-Saint-Denis, parce que je vous rappelle, pour ceux qui ont un peu de bouteille, qu'il y a 20 piges, il n'y avait pas un promoteur qui voulait y aller. Personne n'allait en Seine-Saint-Denis. Moi, je suis très heureux de voir cela. Je vois que Montreuil a commencé à se boboliser. Bon, on peut disserter, mais ça a commencé vraiment à travailler. Moi, j'habite juste à côté, entre Rosny-sous-Bois et Montreuil, à Fontenay-sous-Bois. Et je pense qu'il y a un relais de croissance extraordinaire. Et des friches foncières qui sont enfin admises avec l'Est parisien. C'est la bonne nouvelle. C'est une des bonnes nouvelles, mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, ces chiffres sont trompeurs, c'est lié à un effondrement de l'offre. Après, je regardais sur d'autres départements, sur le 91, sur le 92, on est sur des dynamiques à 4% sur un an, donc on est sur des dynamiques maintenues, comme si on n'avait pas vu l'effet, comme s'il n'y avait pas eu de Covid quasiment. Ouais. Donc, ça s'explique comment? Pourquoi? Alors, 91, 92, pourquoi? Alors, encore une fois, c'est vraiment la même dynamique. En fait, on a un effet de déplacement de grosse masse vers de la partie retail et vente aux particuliers vers la vente en bloc. Donc en fait, on a
d'un côté un effondrement des volumes. Et c'est le stock. Il n'y a pas de stock. Et il n'y a pas de stock. Et de l'autre côté, en fait, ce qui va rester sur le marché, ça reste quand même ce qui est plutôt quali et ce qui est plutôt sur le haut du panier. Donc en fait, ces chiffres, ils sont assez sur les dynamiques de prix. Il faut vraiment à chaque fois qu'ils soient interprétés avec en face l'évolution de la demande. Et c'est ce qu'on voit sur les zones très tendues. Absolument. C'est vraiment le cas dans les zones tendues. En fait, ce qui était sur le marché au bon prix, c'est parti. Ouais. Et ce qui était un poil cher, voire sur le haut du panier, c'est resté à la commercialisation. D'où l'intérêt, effectivement, de commenter et d'analyser ces chiffres justement de façon très, très précise. On va poursuivre. Aurélien, justement, analyse, tendance, chiffres. Si on continue sur la partie Île-de-France, ce qui est marrant, c'est le côté dynamique. C'est-à-dire qu'on a des chiffres sur les 12 mois, sur les 12 derniers mois, et on voit qu'en Île-de-France, on a une augmentation qui est assez forte, de façon un peu homogène. Ça représente quoi l'Île-de-France par rapport au reste du territoire? C'est quoi? C'est 20% du marché, 30% du marché? En termes de lance de commercialisation, c'est à peu près entre 15 et 20%. Du marché national. Ouais. Ah oui. Donc oui, un cinquième, quasiment. Non, Donc l'Île-de-France, c'est un vrai miroir. Donc c'est intéressant d'observer l'Île-de-France par rapport au reste des métropoles ou pas? Quand on sait que ça représente, remarque, c'est logique, un cinquième de la population française vit en Île-de-France, donc il y a une logique absolue. Mais donc, on a une augmentation sur les 12 derniers mois. Par contre, si on zoome sur les 3 derniers mois, là, on a des dynamiques qui sont différentes. Évidemment, on voit bien Paris, ça se tasse un peu. Le territoire qui est le plus en hausse, c'est la Seine-Saint-Denis, parce que, on part aussi sur un prix médian qui est le plus faible. Au niveau régional. Par contre, ce qui est intéressant, on n'en a pas parlé parce qu'on a beaucoup parlé de la première couronne, où c'est vrai qu'il y a une forte tension immobilière, c'est de voir la deuxième couronne. Et la deuxième couronne, on a les départements qui s'en sortent bien, des départements un peu moins bien. Exemple. Et les Yvelines, par exemple, on voit qu'on a une forte dynamique, une forte demande, notamment sur les logements de taille plus importante. C'est-à-dire que les logements de petite taille ces 3 derniers mois ont plutôt vu les prix baisser, alors que les logements, on va dire, du T3 jusqu'au T5 ont vu leur prix assez fortement augmenter de plus 10%. Donc ça traduit la volonté de nombreux franciliens, parisiens et première couronne, d'aller chercher l'espace, la campagne et de l'espace. Et des prix abordables. Et c'est le fameux effet terrasse avec une rareté extrêmement forte, donc des prix plus élevés, et un appétit du marché vers des biens, des grandes surfaces, grandes terrasses. C'est vraiment le rêve de la terrasse post-confinement. Oui, le rêve de la terrasse, de l'air, du verre et de l'espace. Faut être très clair. On a compris enfin l'importance de l'espace, qu'une chambre, elle n'est pas forcément à 8 mètres carrés et qu'on veut peut-être un peu plus grand, que satisfaire que d'un balcon, que d'un petit balcon, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et qu'on peut espérer mieux. Donc, ça veut dire, Olivier Bureau, que les gens sont prêts à se déplacer. Est-ce que c'est une vraie tendance, que les gens sont vraiment prêts à se déplacer? Aller en 2e, en 3e ou en 4e couronne, par exemple? Je pense que c'est une vraie tendance qui se combine avec la possibilité, bien entendu, de télétravail. Sans télétravail, il y aurait déjà moins la tendance. C'est aussi une vraie tendance post-Covid, crise sanitaire, et on le voit des promoteurs dans cette période. Ce qui était intéressant au départ de ces entretiens, de parler de la crise, on peut l'aborder sous une forme de repli, mais on peut aussi l'aborder sous une forme d'opportunité. Et il y a certains promoteurs qui l'ont abordé sous une forme d'opportunité. Le premier promoteur national, en l'occurrence Next City, l'a abordé sous cette forme-là, puisqu'il a indiqué très clairement que 100% de ses programmes dorénavant seraient ouverts vers l'extérieur. Alors, ils étaient tous ouverts, il y avait tous des fenêtres, bien entendu, ils n'étaient pas dans des caves, mais ouverts vers l'extérieur avec des balcons et des terrasses. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Oui, ça a intégré effectivement les nouvelles donnes des usages. Parce que c'est un nouvel usage, on peut être très clair. Complètement. Et je pense qu'il y a toute une série de promoteurs qui prennent cette phase, cette crise, comme tu le disais très justement aussi en préambule, comme une phase de transformation. Et donc, en mettant sur le marché de nouveaux types de produits. Alors bien sûr, ça va augmenter, à mon avis, d'une certaine manière, ça augmentera les coûts, parce que des terrasses et des balcons,
Alors justement, Sébastien, quand tu vois justement toutes ces analyses extrêmement intéressantes, parce que je vois des tendances, et alors c'est assez intéressant d'ailleurs. Moi, ce que je constate quand je lis ce baromètre, qui est très bien fait au niveau ergonomie, c'est très clair. Même moi qui connais rien, j'arrive à m'y retrouver. Je vois que moi, je vois des territoires qui ont le vent en poupe, qui n'étaient pas hyper bankable il n'y a pas si longtemps finalement. Je vois qu'en Ile-de-France, enfin, la deuxième, la troisième couronne commence à se développer. Est-ce que, voilà, ce sont des vraies tendances qui vont se confirmer? Bien sûr. Dans le baromètre, donc on a deux comparables, les comparables à 1 an. Si on retient les comparables à 1 an, c'est que les zones tendues ont explosé du fait de la rareté de l'offre, des ventes en bloc et surtout de la baisse des permis de construire. Bien sûr. On observe sur les territoires observés, moins 60% d'annonces sur les portails en 1 an. Moins 60%. Et sur certains territoires, si je prends le Rhône, c'est moins 70% d'annonces disponibles pour les clients particuliers. Waouh. Avec la conséquence. Il n'y a plus rien à vendre. Mais bien entendu, quand la FPI dit aujourd'hui que c'est la baisse des stocks et donc des autorisations urbanistiques pour délivrer du permis qui va faire que les prix vont augmenter, ils ont raison. Et le baromètre appuie ce constat. Sur le Rhône, c'est moins 72% d'offres aux particuliers et c'est plus 19% en termes de prix observés en un an. Moins de 9, c'est un rabat sur le foncier bâti. Et donc, c'est une hausse des prix inévitable. Exactement. C'est l'effet ciseau, quoi. C'est vraiment, c'est terrible. Qu'est-ce qui alimente? Alors, et c'est double peine pour les particuliers, parce que au final, c'est les particuliers et le pouvoir d'achat des particuliers qui en pâtissent, bien sûr, qui aujourd'hui se retrouvent à cause de cette baisse d'offres sur des zones tendues, avec une augmentation significative des prix. Est-ce que tu peux me donner le volume du stock actuel? Là, sur le 30 septembre, sur le dernier trimestre, on a observé 30 000 annonces de neuf contre 90 000 il y a 1 an. C'est-à-dire les offres disponibles à la vente pour les clients privés. Il y a 1 an, c'était 90 000 annonces qu'on a observées. 30 septembre, 1 an après, on n'en a observé que 30 000. Encore une fois, il y a une partie qui est partie en bloc. Bien sûr. Et il y a une autre partie qui n'a pas vu le jour, liée aux élections municipales et à la chute des permis de construire qui est astronomique. Donc, c'est le phénomène qui explique principalement l'augmentation de prix. Ça, c'est sur 1 an. Et le baromètre montre également les dynamiques sur le trimestre T2 2020 versus T3 2020. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a moins d'offres sur le T2 2020, T3 2020, et que là, en l'occurrence, Loïs le disait très bien, on a des promoteurs qui, sur certaines opérations, ont essayé de se rattraper parce que le coût du foncier était important, parce que la hausse des coûts de construction a également augmenté, puisque forcément, moins d'offres, et donc des constructeurs qui avaient plus de possibilités dans le rapport de force à les promoteurs d'augmenter les prix et les coûts de construction. Les matières premières également ont beaucoup évolué. Donc, on se retrouve avec des opérations qui ont été, sur certains secteurs, dans le haut de la fourchette. Et donc, avec, sur le dernier trimestre, une tendance sur certains secteurs à une baisse des prix liée à la fois aux conditions de financement d'accès pour les particuliers qui est plus difficile, avec les recommandations du HSCF, qui devient intransigeant sur les 33%. Absolument. Et bien entendu, l'inquiétude de la crise économique qui va encore s'accentuer avec le deuxième confinement. Donc on voit ces deux tendances. Et donc il faut absolument... et donc le baromètre du 9, il est là en complément de l'observatoire de la FPI. L'observatoire de la FPI qui remonte les données réellement vendues, parce que c'est les promoteurs qui remontent les réservations qui sont réellement faites. Donc c'est intéressant, c'est très complet. Et nous, on est complémentaires sur l'offre, c'est-à-dire l'offre visible par les clients. Excellent d'ailleurs ce que fait la FPI en termes de données et d'une précision redoutable. Exactement. Et donc, on se positionne un petit peu plus en amont en termes de timing, parce qu'on arrivera à produire le baromètre du 9 dans les 15 jours qui suivent la fin d'un trimestre, et on aura 2 mois ou 1 mois et demi après la confirmation par l'observatoire de la FPI sur 2 méthodes qui sont complémentaires. Mais en tout cas, ce baromètre, si on peut vraiment retenir une conclusion, c'est que nous sommes totalement d'accord avec Alexandra, présidente de la FPI, sur le constat qu'elle fait, qu'il faut absolument que l'on défende l'augmentation de l'offre. C'est un constat, c'est même un appel. Il y avait l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle, il y a l'appel de Alexandra François Clux. Non, mais je paraphrase pas. Il y a vraiment une urgence absolue. J'en ai beaucoup parlé récemment à la télé sur BFM Business, et c'est une vraie réalité. On a un stock qui n'a jamais été aussi bas. Il faut remonter jusque dans les années 2000 pour retrouver un choc aussi important. Et en plus, pour couronner le tout, finalement, comme dirait Chirac, les emmerdes, ça arrive toujours en escadrille. C'est la période électorale
avec un renversement des gouvernances. Alors, je critique pas, hein, c'est pas l'idée n'est pas là, mais quand j'entends ce qu'annonce la mairie de Strasbourg, la mairie de Bordeaux, la mairie de Lyon et la mairie de Grenoble et un peu Marseille, il y a de quoi un peu s'inquiéter. Hein. Vous savez qu'il y a certains maires, notamment à Bordeaux, qui ont carrément dit, je sais pas si c'est politique, il y aura plus un permis qui sortira. Hein. Il manque 1 million de logements en France. 1 million. Alors, d'où il vient 800 D'où il vient ce chiffre de 1 million? Ça fait 5 ans que on a développé cette radio, ça fait 5 ans que j'en entends parler. Pourquoi il faut construire à peu près 500 000 logements par an, on en construit à peu près 350 000 par an. Et donc tous les ans, il y a 150 000 fin 2020, on sera combien? En manque de logements. Ouais. On sera en neuf. Fin 2020, alors ça dépend si on parle en délivrance de permis de construire, en vente, en construction, ça dépend, mais en tout cas sur le logement libre, l'année dernière, on était aux alentours des 120 000 logements qui ont été vendus. Aujourd'hui, fin 2020, il y a l'impact aussi du deuxième confinement. Aujourd'hui, les ventes au détail sont à l'arrêt pendant la période du deuxième confinement. Ils peuvent pas faire des visites. Alors, ils peuvent aller chez leurs clients, vous vous rendez compte? Ils peuvent aller chez leurs clients, mais ils peuvent pas faire les visites. Et Alexandra l'a dit et l'a redit, Alexandra François-Cuxac, présidente de la FPI, il faut desserrer les contraintes. Et moi, ce que je dis, et j'aimerais qu'on puisse conclure là-dessus, puisque c'est extrêmement intéressant, rassurez-vous les amis, je vous ai dit, l'étude sera disponible, elle est disponible. Elle est en ligne. Sur le site internet, vous pouvez y aller, www.baromètre-du-neuf.com. Avec une précision sur le site, oui. Donc, en ligne, vous avez les évolutions de prix et les prix des métropoles des départements. Et la semaine prochaine, vous aurez justement les indicateurs sur l'offre, c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les évolutions des annonces. On le publiera dès la semaine prochaine. Comme ça, on aura justement cette corrélation entre l'évolution du prix et les Alors, j'en profite, Sébastien, pour te poser la question. Ce baromètre, on nous a posé la question, est-ce que c'est une seule édition ou il y en aura plusieurs? Alors, le baromètre sera mis à jour tous les trimestres. Ok, donc tous les trimestres, il y aura quoi, une mise à jour? Trimestres, donc dans les consultables sur le site. En mois de janvier 2021. Gratuitement. D'accord. On met à disposition ce baromètre du neuf. Hein, c'est un observatoire de l'immobilier neuf d'une manière digitale et d'une approche différente et complémentaire à ce que fait déjà la FPI. Et on le mettra à disposition directement. Et ensuite, on invite les promoteurs immobiliers qui veulent rentrer plus dans le détail de leur quartier, de leur territoire, à se rapprocher de nos structures pour qu'on leur délivre des outils complémentaires pour rentrer encore plus dans le détail. Tu fais pas un truc une fois par an, un grand raout qui permettrait de le faire, un peu comme le speed dating que fait Arkea Bank. Dans cette mesure, non, c'est tous les trimestres, il y aura un point d'arrêt. D'accord. Tous les trimestres. Donc on va se revoir dans 3 mois. Exactement. C'est quand la prochaine édition? On est d'accord. Ça sera en janvier. Ok, donc janvier, le rendez-vous est pris, on tâchera de nourrir. Et si vous souhaitez réagir d'ailleurs en direct, écrivez-nous, on vous fera réagir en direct. On pourrait même inviter les promoteurs, on est d'accord? Mais bien entendu. Et faire des reportages pour leur poser la question. Oui, mesdames et messieurs, les promoteurs, vous savez que je vous soutiens à fond, puisque demain, vous savez, on fait la 2e édition de l'Hebdo des régions. On examine les régions avec les promoteurs, avec nos partenaires de la FPI. Posez-nous toutes les questions. Je pense qu'il y a une grande incertitude. Alors, je voudrais qu'on puisse conclure, si vous voulez bien, cette émission extrêmement riche. Moi, j'ai pas eu le temps passer. Franchement, on est là depuis 3 quarts d'heure. On va commencer par vous, Pierre. Les promoteurs, en ce moment, franchement, alors, j'aimerais bien qu'on casse un peu les clichés, le promoteur, les Ray-Ban, le costard à rayures, genre le bon escroc à l'ancienne, etc. C'est une idée révolue, clairement. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe quand je voyage, c'est une relation publique-privée beaucoup plus harmonieuse. Une prise en compte des éléments liés notamment aux constructions bas carbone, au principe de mobilité, notamment, vous savez, avec l'utilisation des remblais, l'utilisation du BOSS, vous savez, le Building Operating System, ou du BIM, par exemple, qui permettent une méthodologie extraordinaire pour construire. Voilà. Un développement des ossatures bois, des constructions bois très développées, etc. Pourquoi encore les promoteurs, ils sont toujours ciblés par le système? J'aimerais bien avoir un retour comme ça, très spontané. Alors, très spontané, parce que c'est une vaste question. Et on parle beaucoup de l'image. Effectivement, je pense que l'image des promoteurs a peut-être pâti ces dernières années. En revanche, je confirme ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que l'offre des promoteurs, en règle générale, il y a un effort énorme qui est fait sur la qualité de la construction. La qualité des matériaux, la qualité des emplacements. Le carbone. J'ai même vu des promotions où ils proposent des composts urbains avec un système de végétalisation hyper abouti, très peu consommateur. Absolument. Et on en est même à des promoteurs qui sont spécialisés dans un matériau.
des promoteurs qui sont spécialisés dans le bois. Oui, Woodéum, par exemple, qui est Woodéum, par une exemple. belle réussite, hein, Woodéum, pour Très un belle ancien, réussite. pour un ancien patron du Libairo-Damco. Par exemple. C'est pas mal, hein, comme ou l'ancien patron de PN, c'est Philippe Zivkovic, hein, qui est son associé, il me semble, hein, ancien patron de BNP Paribas. C'est d'ailleurs un jeune, à mon avis, qui a une belle formation. C'est Julien Pemzec qui est le PDG, le président du directoire. Très belle réussite. Très belle réussite. C'est un Il y en a promoteur avec qui d'autres, on travaille bien, c'est une très belle réussite. Et je vois, mais en tout cas, sur les zones à forte tension, donc je pense toujours à l'Île-de-France, que les promoteurs font un réel effort sur la qualité des programmes et un réel effort, quand je dis pour être en partenariat avec le public. Pourquoi? Parce que on a cette problématique de déplacement dont vous parliez tout à l'heure. Le Grand Paris Express, aujourd'hui, c'est 30 milliards d'euros d'investissement sur plusieurs années. Les promoteurs essayent vraiment de s'inscrire dans la dynamique, et c'est une dynamique qui est très développement durable de ce Grand Paris Express. Et cette image, je pense qu'elle va évoluer avec le temps. Mais surtout avec des élus qui viennent et qui ont des discours où on se dit où est la place du pragmatisme et du dogmatisme, quoi, hein, dans une certaine mesure. Je prends du discours aujourd'hui très à la mode, vous savez, sur la désartificialisation des sols, hein, de plus en plus. Je pense que les promoteurs avaient déjà fait le job. Aurélien, justement, cette image du promoteur, encore une fois, est-ce qu'elle perdure encore? Pour certaines régions, on a l'impression que voilà, une nouvelle génération de gouvernants, des élus locaux notamment, sont un peu défiants, et pourtant, ça fait des années que ça fonctionne. Il y a de belles réussites. Lyon, c'était une belle réussite. On peut dire ce qu'on voudra, mais cette ville a été transfigurée. Le travail, on l'a fait ensemble, on y est allé ensemble sur l'île de Nantes. C'est formidable. Il y a voilà, ce sont les promoteurs qui l'ont fait. Moi, je pense pas. Je pense que ce temps est un peu révolu et on a vraiment des promoteurs qui sont acteurs de la ville. Ils sont d'abord acteurs de la ville, bien sûr. On le voit. Tu parles des sujets bas carbone, immobilier durable, mais moi, je veux revenir sur le sujet public-privé. Ça fait des années, nous, qu'on travaille on accompagne les opérateurs publics. Je pense aux opérateurs de type SEM d'aménagement, qui sont des satellites des collectivités locales pour développer des nouveaux quartiers. Les bailleurs sociaux également. On a de plus en plus, depuis 5 ou 6 ans, d'associations, promoteurs, aménageurs, bailleurs, qui travaillent ensemble sur des opérations de copromotion pour sortir des opérations emblématiques qui permettent de mixer les différentes populations, qui permettent aussi de mettre des sujets de commerce, en pied d'immeuble. Donc moi, je pense que voilà, il faut dépasser ces clichés-là. En tout cas, on est partenaires, nous, sur le long terme, de cet écosystème-là. Et on sent qu'il y a une vraie transformation, mais qui a été lancée déjà il y a pas mal de temps. C'est intéressant que tu utilises le mot long terme. Effectivement, la temporalité d'un promoteur immobilier n'est pas celle du mandat politique, clairement. Il faut rappeler qu'un promoteur, quand il a son PC, quand il l'a, faut l'espérer qu'il l'ait, il y a un temps qui va durer, quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans, avant la livraison, avant la commercialisation. Donc, il faut laisser du temps aussi au temps. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de PC qui sort, ça veut dire qu'on va se retrouver dans un goulot d'étranglement d'ici 1 an ou 2 qui pourrait être dramatique. Et on ne se rend pas compte de l'effet sur la construction. Parce qu'on va bientôt voir l'impact sur les entreprises de construction lié à la baisse très importante des mises en chantier. Ça va être dramatique. La construction d'un appartement neuf génère en moyenne 2,5 emplois, c'est bien ça? C'est à peu près ça, oui. À peu près. C'est énorme. Loïs, justement, en conclusion, quand on voit justement cette analyse, bon, j'ai bien compris que tu étais le docteur Einstein du baromètre. T'as le look, hein, c'est très bien, il ne manque plus que le... Alors, la chevelure aussi. Que je tire la langue aussi. Très bien. Alors, concrètement, quand tu fais l'état aujourd'hui, bouleversement, propice au changement, ça va durer, on le sait. On va devoir vivre avec. On reste quand même assez positif. Est-ce que tu observes cette évolution quand tu as le retour justement de tes clients promoteurs? Alors nous, j'aime bien souvent faire le parallèle entre l'immobilier ancien et l'immobilier neuf, qui ont été des marchés qui ont vécu la même expérience. Je veux dire, en phase 2, ils avaient la même crise, mais ils l'ont vécu de façon complètement différente parce que la façon dont un agent immobilier va chercher un bien dans l'ancien est différente de celle d'un promoteur qui va le chercher dans le neuf. Donc, ce qui est vraiment intéressant, nous, en termes de données, en termes de dynamique, c'est ce dont on parlait sur les effets et ce dont parlait Sébastien à l'instant. Et là, c'est pas fini. Ça va. Il y a encore énormément de chamboulements et d'évolutions fortes dans les mois et dans les trimestres, dans les années à venir. C'est des évolutions, des dynamiques sur l'offre
sur les prix et vraiment ce croisement entre la tension, le stock disponible, le stock qui s'écoule et les prix. Et en fait, ces tensions-là, on était déjà dans un marché, Sébastien parlait à l'instant du million de logements nécessaires pour résoudre la crise du logement en France. On était déjà dans un marché ultra tendu dans les zones tendues notamment, et un marché en pénurie d'offres. Là, on va se retrouver avec le marché de l'ancien qui est à l'arrêt et qui peine à redémarrer en attendant impatiemment une direction de la part des autorités. Et de l'autre côté, le marché de l'immobilier neuf qui va avoir une crise et des tensions vraiment sur les trimestres et sur les années à venir parce que y a un effet boule de neige où ça n'a pas été lancé, donc il n'y a rien qui va arriver pendant 2 ans, 3 ans, on va sentir même si on va toucher du bois, si on a un vaccin prochainement, cette crise-là ne va pas se résoudre du jour au lendemain, notamment sur ces effets de disponibilité de l'offre sur l'immobilier, notamment sur l'immobilier neuf. Merci Loïs. Olivier? Alors moi, je voudrais revenir, si tu le veux bien, une petite seconde sur la partie promoteur et image du promoteur pour dire que le promoteur, c'est un acteur central de production de lieux de vie. Et donc, l'image qu'on a du promoteur avec des marges absolument incroyables, à la fin du bilan, c'est plutôt des marges d'industriels que le promoteur il a. On est sur ce niveau-là et le promoteur, il a un beau métier qui est celui de créer un lieu de vie. D'ailleurs, on est des chiffres, comme tu as évoqué tout à l'heure, de 20 à 40%. On est vraiment sur des chiffres très courts, qui fait que le promoteur est un vrai entrepreneur, prend des risques. Et quand on voit effectivement les marges qui sont réduites, de plus en plus difficile d'être promoteur compte tenu de ces résultats. Oui, j'entends des bruits là. C'est chez toi là, Olivier, là, les bruits qu'on tape là un peu là. Oui, tu sais, c'est les travaux. Il y en a quelques-uns qui font des travaux autour de chez moi. Okay. Donc, c'est pas un concurrent qui essaye de pénétrer chez toi, donc ça va. Non. Ok. Oui, rapidement, s'il te plaît, on va conclure. Ce que tu voulais nous dire. Oui, je voulais peut-être finir sur une phrase que dit souvent Marc Toiti, quelqu'un que tu connais bien, économiste reconnu, qui dit que finalement toute crise est un moment d'opportunité. Et il faut essayer d'avoir des réflexions positives, de positionnement stratégique, de nouvelles offres, d'analyse des besoins, des attentes. Voilà, tous les promoteurs peuvent transformer ce moment de crainte en un moment d'opportunité et de réflexion positive. Il y a des grandes choses qui sortent après des crises. Et moi, je suis persuadé que cette profession va sortir par le haut de cette crise sanitaire. Il faut bien évidemment l'envisager et de toute façon, encore une fois, c'est le sens de l'histoire. Merci Olivier Bureau. Conclusion, Sébastien, qui a été un peu l'initiateur aussi de ce baromètre, confiant bien évidemment. Est-ce qu'il y a est-ce que tout ça va durer? Est-ce que ça va changer la façon de faire le métier? On peut comprendre les craintes des promoteurs aujourd'hui. Bien sûr, clairement, bonne nouvelle quand même cette semaine avec ce vaccin. On voit enfin une bonne nouvelle. Un vaccin qui serait efficace, apparemment, c'est Pfizer, 90%. À 90%. Seul problème, c'est qu'effectivement, pour qu'on puisse vraiment l'utiliser, il faudra. La question, c'est comment ça va se passer jusqu'à ce moment-là. En tout cas, on fait confiance à notre gouvernement pour prendre des dispositions qui tiennent compte aussi des erreurs passées, pour qu'on arrive à vivre jusqu'à ce que le vaccin. Je pense qu'on ne sera pas tous vaccinés forcément en 2021, mais voilà. Non, par contre, quand même, un baromètre qui montre des. C'est sûr qu'il vaut mieux acheter les titres Pfizer que les titres Unibail. Hein. Quoique. Après... non, mais petit jeu, pardon. En tout cas, un baromètre. Merci Sylvain de nous avoir accueillis sur le plateau. Un baromètre qui se veut vraiment complémentaire et qui, à mon avis, montre une corrélation entre l'offre et les prix qui est la corrélation finalement aujourd'hui. Et donc, on appelle vraiment aussi notre ministre du Logement à agir sur l'offre. Et d'ailleurs, on l'invitera à venir parler avec vous, sans problème. Merci Sébastien Leguasco. Je rappelle que vous êtes président du ZIMO et l'initiateur du baromètre digital de l'immobilier neuf disponible sur Internet www.baromètre-de-l'immobilier-neuf.com. Merci Loïs Bordic, le directeur général de Price Hubble France. Merci d'être avec nous.
On vous reverra régulièrement sur les antennes. Ça s'est bien passé, hein. T'as vu? Je t'ai pas trop taclé. Voilà, le tout nouveau, faisant partie du club de Radio Imo maintenant, ça y est, fait partie de la famille. On est en mode kibbutz ici. Voilà, c'est comme ça. C'est Pierre Lestan qui est avec nous, le directeur général de l'IMO. L'IMO que vous pouvez trouver www.limo avec 2 e.fr. Voilà, bien sûr, l'incontournable Aurélien Deleu est avec nous, notre star nationale. Le banquier, pour une fois qu'on a un ami banquier, ça se fait. Voilà, directeur du marché immobilier du groupe Arkea. Un petit clin d'œil à Alain Hervé s'il nous écoute. Merci en tout cas, fidèle soutien de Radio Imo. Et bien sûr, notre star, Olivier Bureau, le président de l'Institut des constructeurs. Merci Olivier. Merci Sylvain, merci à tous. Merci à tous. Voilà, et on va se quitter et on se retrouve pour la prochaine édition de l'immobilier, du baromètre de l'immobilier neuf en janvier prochain. Merci à toutes et à tous. Merci. Émission spéciale baromètre digital de l'immobilier neuf à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.